Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Jean-Jacques, Bonjour Grégoire. qui nous fait l'amitié d'être interviewé aujourd'hui, je te remercie. Avec plaisir. Alors une interview dans quel cadre? Dans le cadre Rouge Plus, donc Rouge Plus Interview. Ce qu'on fait, Rouge Plus c'est un club business pour les chefs d'entreprise et les décideurs qui veulent avancer, qui veulent faire du réseau en local pour se développer et développer leur business. Et donc, dans le cadre du développement, on a décidé de faire une série d'interviews avec des personnes inspirantes. Voilà. Tu inspires. J'essaye. Voilà. J'expire aussi. Hein, Tu expires aussi. Bon, bah, c'est bien alors. Ouf. Pas d'apnée surtout. Ah, non, En non. tout cas, des personnes inspirantes pour pouvoir avancer, se motiver et puis apprendre surtout. Alors, parle-nous un peu de toi justement pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui te connaissent Alors, pas plutôt. Jean-Jacques, donc j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans l'hôtellerie, puisque j'ai été concierge d'hôtel sur différents hôtels en France et à l'étranger. J'ai travaillé à Boston, à Paris et sur la Côte d'Azur. Et depuis à peu près 5 ans maintenant, je suis formateur, coach, préparateur mental. Je suis praticien en PNL et donc j'interviens dans les entreprises alors d'abord sur la notion d'accueil de service et maintenant plus généralement sur la notion de management et ce qui englobe le tout que je pourrais qualifier de culture d'entreprise. Intéressant. Voilà. D'accord. Et alors, pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à changer de cadre entre concierge, donc tu étais salarié, j'imagine, Ouais. et là, tu es à ton compte. Ben, je suis à mon compte Tu as absolument. développé, Oui, tu oui. développes ton entreprise Ouais. de formateur et coach. Exactement. Ouais. Alors, je suis formateur, donc j'ai aussi un organisme de formation qui est Datadocké et on travaille en ce Super. moment sur le Calliope, donc éligible au financement par les OPCO. Pourquoi changer? Parce que l'hôtellerie et la conciergerie est un métier passionnant et en même temps j'ai toujours voulu changer d'approche, changer de métier pendant longtemps sans savoir trop ce que je voulais faire. Ceci dit, la notion de transmission me paraissait tellement importante et c'est vrai que j'ai accompagné beaucoup de mes clients aussi puisqu'il y a des liens, on est en proche relation avec leur vie personnelle, voire même leur intimité. J'ai accompagné des clients comme j'ai accompagné des collègues et aujourd'hui le faire en tant que formateur et particulièrement en tant que coach, c'est une approche que je trouve vraiment passionnante, riche, très intéressante et très diversifiée, très diverse et donc toute cette diversification et cette diversité, moi ça me passionne. Voilà. Ouais, tu aimes cette Oui. richesse. Hein, D'ailleurs, il y a beaucoup de redondance, hein, je parle de diversité, diversification. c'est pas grave. C'est juste pour insister, Oui, pour que- bien dire que plus c'est vaste et plus ça Je m'intéresse. sais. Voilà. Ok. Et pourquoi être à ton compte et monter cette entreprise plutôt que pourquoi pas être formateur dans un organisme de formation tout court? Mais ça me permet d'être vraiment au plus près des besoins et de répondre vraiment sur le sur-mesure. De répondre aux besoins spécifiques de tel ou tel client. Bien évidemment, Yonnet Formation propose un format commun à l'ensemble de ses clients, mais il y a en même temps une réponse sur mesure à leurs besoins particuliers. Et je m'enrichis beaucoup des diversités des demandes, et ça me permet d'être au plus près des demandes, d'être au plus près des besoins, et d'être au plus près des aspirations de mes clients. Donc c'est vraiment oui, vraiment du sur-mesure. Si Je on peut pense que appeler ça du l'adaptation sur-mesure. est quand même l'une de tes spécificités, puisque étant concierge, tu dois que t'adapter à la demande du client. Donc, Alors, il y a l'adaptation, il y a l'improvisation, il y a la capacité à rebondir rapidement. Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on demande dans le métier, hein, mm, parce qu'on est confronté à plein de situations auxquelles on n'est absolument pas. Il n'y a pas de rendez-vous qui est pris pour la mm, surprise. mm. Et donc, il faut avoir cette capacité de réaction, d'adaptation, d'être au plus juste et de pouvoir réagir rapidement, réfléchir en peu de secondes, en peu de temps et d'être vraiment le plus. Alors ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de préparation, hein, parce que l'improvisation, c'est du travail qui a été fait en amont, qui permet justement de pouvoir répondre facilement et de façon pertinente. Et pour répondre à ça, il y a peut-être justement cette notion service et accueil client que tu as mentionné juste au début de cette interview, qui justement te permet de répondre à ces imprévus. J'aime bien l'approche que tu proposes parce que je ne l'avais pas vraiment vue comme ça, mais c'est vrai qu'on pourrait dire que euh,
En tant que formateur et que coach, je suis au service de mes clients en fonction de leurs besoins. Oui, donc c'est un prolongement de la notion de service à travers la formation et l'accompagnement, effectivement. Tout à fait. Et aussi, j'ai envie de te dire, plus tu fais de l'impro, plus tu dis ça se prépare, ça se travaille, mais en tout cas tu le travailles avec l'expérience. Plus tu es amené à cette demande d'improvisation, plus tu es capable de répondre à de nouvelles situations auxquelles tu ne t'attendais pas. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, quand on commence formateur ou coach, on a un certain nombre d'outils, on a un certain nombre d'expériences aussi. Et en réalité, le fait de rencontrer des gens, d'avoir des nouvelles situations, et donc des nouveaux besoins et des nouvelles réponses, on s'enrichit à la fois de nos retours d'expérience, mais aussi des expériences des autres. Ce qui fait que de session en session, on a de plus en plus d'apports, de retours, de compréhension de la diversification, de la diversité, de la richesse de la nature humaine, donc du besoin, et donc ça veut dire qu'on a de plus en plus d'éléments de réponse. Et c'est à la fois son retour d'expérience, de vie personnelle, professionnelle, avec en plus l'enrichissement du retour d'expérience de ses clients et de ses collaborateurs et des prescripteurs aussi, enfin de toutes les personnes qu'on rencontre. Et c'est l'une des richesses que tu peux apporter. Mais je parlais tout à l'heure avec redondance, insistance de diversification, diversité. Plus c'est riche, plus ça m'intéresse. Et je pense que c'est aussi ce qui rend la nature humaine intéressante, c'est que c'est pas du copier-coller. Il y a tellement d'aspects variés. Et la diversité, c'est ce qui rend les choses passionnantes, enrichissantes et nourrissantes, effectivement. Et alors, dans la richesse que tu peux apporter, ou que n'importe quel formateur peut apporter, c'est certainement le contenu de ce que tu veux apporter pour répondre à un besoin, mais aussi la richesse de son expérience, de tout ce qu'on vient de dire. Donc, la richesse est double, j'imagine. Il y a un terme que j'utiliserais pour parler de la richesse, c'est vraiment de parler d'éclectisme. Vraiment, le côté éclectique fait que ça donne encore plus de... plus de contenu, plus de propositions et plus de possibilités. Et oui, effectivement, plus les situations sont diverses, sont différentes, plus ça enrichit le retour et plus ça enrichit les connaissances. Et donc, autant moi, ça m'enrichit, mais j'ose espérer que ça enrichit mes clients aussi, à travers ce que je leur apporte, à travers les retours d'expérience dont je ne suis qu'un filtre ou un média ou un modérateur. Et alors cette richesse, on parle en tant que formateur pour délivrer des formations, mais ça peut être aussi, j'imagine, dans n'importe quel métier. Le métier, ou certainement le métier de service, j'offre quelque chose et j'offre justement cette richesse de contenu, mais aussi de savoir-faire, de savoir-être, Il y a la notion de service que tu évoquais justement, alors à travers bien évidemment mon métier d'avant et mon métier d'aujourd'hui, qui est finalement le fil conducteur, mais cette notion de service, on la retrouve dans plein de domaines. On ne la retrouve pas exclusivement dans l'hôtellerie-restauration, mais je suis intervenu par exemple sur une banque à Monaco, où là la notion de service, elle existe dans l'accueil du client, même si le client... ce qu'il vient chercher comme produit, c'est comment placer son argent, mais il y a la notion de service dans la façon d'accueillir le client, de l'écouter, donc de lui délivrer le service. Je suis intervenu sur des sociétés, sur un club de tennis pas très loin d'ici. La notion de service, elle existe dans un club de tennis. Sur des sociétés de ce qu'on appelle le facility management, qu'on appelait avant les services généraux, la notion de service aussi, elle existe là. Alors bien évidemment, quand on parle de service, on pense tout de suite hôtellerie, restauration, mais ça concerne aussi des industries ou des entreprises de grande distribution, de secteur immobilier, banque, assurance, yachting. La notion de service, elle est très large. Elle ne s'arrête pas juste à un secteur d'activité, elle est beaucoup plus diverse, beaucoup plus élargie que ça. Ça veut dire qu'à partir du moment où le secteur d'activité a affaire à une clientèle, recevoir, répondre à une clientèle, il y a cette notion de service. Oui, dans la mesure où c'est accueillir le client, comprendre ses besoins, bien être sûr d'avoir compris ses besoins et apporter la réponse à ses besoins, à ses attentes et à ses demandes formulées ou parfois non formulées aussi. Et donc, ça demande une certaine flexibilité d'esprit, une certaine écoute, une finesse d'écoute aussi. Alors,
bien sûr, il y a une forme de sensibilité, mais il y a aussi des techniques qui permettent il y a une approche qui permet de le faire. Et effectivement, c'est comment accueillir le client, comprendre et livrer le service. Et ça, c'est valable dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, accueil client, rendre un service par rapport à ce client. Il y a l'écoute, oui. La communication. Oui. Ça en fait des choses. Ça en fait. Et il y a quoi d'autre? Le leadership, le management. Leadership management. Ouais. Juste avant de parler de leadership management, il y a un aspect sur lequel, alors c'est un peu mon bâton mon fil conducteur de plus en plus, l'aspect sur lequel j'insiste le plus, c'est celui de l'expérience client d'un point de vue général, mais plus particulièrement la notion de plainte client. La plainte client est une marge de progression de beaucoup d'entreprises, parce qu'on s'intéresse davantage à comment livrer le client, et puis en fait, le fait de savoir qu'il risque de ne pas être content, ça fait peur, de ne pas savoir comment le client va réagir, de ne pas savoir comment lui répondre, ça fait peur, et c'est source de stress, de tension côté personnel, et c'est source de frustration et donc de mauvaise publicité côté client. La plainte client, la gestion des plaintes clients est un levier de montée en compétence de plus d'une entreprise, de plus des collaborateurs, de plus d'un collaborateur à l'intérieur, et surtout source de gestion du stress. Donner aux salariés la capacité, les outils de répondre à une plainte client, de savoir comment collaborer, comment travailler ensemble sur comprendre la plainte et trouver la solution, c'est une source de montée en puissance de l'entreprise et de montée en compétence des collaborateurs, et surtout de gestion du stress à l'intérieur de la boîte. Et est-ce que c'est suffisamment pris en compte ça dans les sociétés? L'accueil client, tout ce que tu viens de dire, savoir aussi la gestion du stress par rapport à tous ces paradigmes. Donc est-ce que c'est suffisamment... Alors, j'ai le sentiment que beaucoup d'entreprises sont conscientes de leur marge de progression possible, de leurs besoins, et que pour beaucoup, la façon de répondre est encore timide parce qu'il y a beaucoup d'hésitation. Parce que c'est aussi peut-être parfois difficile de dire « je ne sais pas faire », je vais être obligé d'appeler quelqu'un d'extérieur. En même temps, ça n'a rien d'humiliant que d'avoir un œil extérieur pour intervenir sur tel ou tel secteur d'activité. Mais je m'aperçois que si la prise de conscience est là, c'est la démarche après pour mettre des choses en place qui parfois fait défaut. Soit parce qu'elle n'existe pas, soit parce qu'elle peut être faite de façon maladroite ou insuffisante ou sans consistance dans le temps. D'accord. Et donc il y a des belles possibilités d'évolution, il n'y a plus d'une possibilité d'évolution pour beaucoup d'entreprises. D'accord. Ok. Et tout ça, c'est lié aussi avec l'aspect que tu commençais à évoquer, celui qui est du management. Donc le management en entreprise, c'est comment organiser la complexité du fonctionnement de la boîte en fonction des caractères, des compétences, des motivations des collaborateurs. Il y a la notion de leadership. Moi, en tant que manager... C'est différent, le leadership et le management. Ça se recoupe. Ça se recoupe. Mais c'est quand même il y a deux aspects nuances. différents. Ouais. Absolument, il y a des nuances. C'est la notion de rapport à l'autorité, de rapport à l'accompagnement, du rapport au coaching. Alors coaching, pas business coach, mais coaching à l'intérieur de l'entreprise, comment est-ce que je vais accompagner mes collaborateurs pour qu'ils évoluent, du rapport à quelle est la vision de l'entreprise et ce pourquoi on est là, quel est l'objectif de l'entreprise, quels sont les objectifs individuels et collectifs aussi, parce qu'on a tous des motivations différentes au sein d'une entreprise, et en même temps il faut un objectif commun au sein de la structure. Et c'est là où la notion de leadership a une influence sur la façon d'expliquer, de faire mettre en place, de faciliter, d'obliger, de motiver, aussi, ça va dans ce sens-là, mais ça va aussi dans l'autre, c'est aussi d'être à l'écoute de ses collaborateurs, de connaître leurs besoins matériels, leurs besoins psychologiques, leurs besoins d'accompagnement en formation, en soutien, etc., et en développement personnel parfois. Et la notion de leadership, elle intervient donc sur la cohérence, la structure, la force des forces vives à l'intérieur de la boîte. Comment est-ce qu'on va expliquer aux gens ce qu'on doit faire, ce qu'on attend d'eux, et éventuellement les corriger, les accompagner si les objectifs ne sont pas atteints,
si ça n'a pas été fait de la bonne façon, si ça n'a pas été abouti, ou si au contraire on est allé trop loin. La surqualité, qui peut être dans l'intention, la volonté de montrer qu'on a envie, mais la surqualité peut avoir aussi un impact négatif. Alors, quels sont les incontournables pour avancer? Alors, est-ce qu'on peut répondre? Alors, bien sûr, il y a des cas par cas, on peut pas, mais il peut y avoir peut-être des généralités, peut-être des gros chapitres sur lesquels on peut réfléchir soi-même en tant que chef d'entreprise. Est-ce que ça, je suis bon? Est-ce que ça, ah tiens, tu vas parler de tel chapitre et j'y avais pas pensé, etc. Donc, quels sont les incontournables? Et dans ma question, c'est pour une entreprise en développement, puisqu'on cherche tous à se développer, j'imagine, mais aussi pour une entreprise individuelle. Est-ce que ce sont les mêmes chapitres incontournables ou est-ce qu'il y a des choses différentes? Bon, je dirais qu'on n'est pas tous à égalité dans une entreprise, on n'a pas forcément le même parcours, les mêmes outils, ni même le même caractère. Donc il y aura forcément des nuances d'un individu à un autre. S'il y a un élément sur lequel on peut commencer à réfléchir, ou sur lequel un manager, un leader ou un entrepreneur peut commencer à réfléchir, c'est, alors, la question classique qu'on peut poser, quelles sont vos qualités et vos défauts? Je le propose sur un autre aspect, qui est celui du SWOT, et que beaucoup connaissent quand ils ont fait des études en management ou en regardant certains supports. Alors, SWOT, donc c'est SWOT, S pour strength, donc la force, W pour weakness, les faiblesses, O pour opportunité, opportunity, et T pour threats, donc les menaces. Quelles sont, sur ces 4 aspects, alors moi en tant qu'entrepreneur, quelles sont mes forces, mes faiblesses, les opportunités que je peux trouver. Qu'est-ce que tu entends par opportunité? Alors opportunité, c'est qu'est-ce que je peux mettre en avant dans mes compétences pour finalement aller chercher d'autres marchés? Quelles seraient les capacités, les talents, les compétences que j'ai et qui pourraient faire développer mon activité, qui pourraient être un plus pour mon activité? D'accord. Et sur les threats, les menaces, c'est qu'est-ce que je fais de moins bien que les autres? Qu'est-ce que je fais de moins fréquemment que les autres? Qu'est-ce que je fais qui finalement est contre-productif pour moi, donc pour mon entreprise? Et dans la question, quel est le chapitre ou quel est le prérequis, c'est un peu la question que tu posais, il faut avoir une forme d'honnêteté intellectuelle aussi, être capable de se dire... c'est de l'introspection tout ça. C'est de l'introspection. C'est du travail. Moi, je peux à la limite plus parler de mes faiblesses, mais parler de mes forces, mais ça ne se fait pas de parler de mes forces. On va penser que je suis prétentieux. Parler des menaces, si je parle des menaces, ça veut dire qu'elles vont sortir et que finalement elles vont me submerger. Et parler des opportunités, merci, merci pour le rappel. J'ai oublié mon alphabet. Parler de mes opportunités, les opportunités, est-ce que j'ai l'esprit suffisamment clair pour le voir? La vie, un œil extérieur, un support extérieur, parfois ça permet de clarifier les choses, et aussi pour soi de mieux accepter finalement la façon dont on est perçu et la façon dont les gens perçoivent aussi notre activité. C'est ça que j'allais te demander, c'est est-ce qu'on le fait soi-même pour soi-même ou est-ce qu'on demande un regard extérieur parce qu'on ne peut pas toujours se rendre compte de nos forces, de nos faiblesses. Certains ont la capacité de le faire eux-mêmes, et en même temps je pense que tous autant qu'on est, on le fera avec plus de précision et de pertinence en demandant un œil extérieur. Il faut bien évidemment avoir un lien de confiance avec la personne à qui on le demande. Voilà, il faut aussi être sûr de sa bienveillance et de sa confiance, voire même de sa confidentialité sur certains types d'activités. Et en même temps, il est plus facile ou plus riche de le faire avec un œil extérieur, puisque c'est une personne qui percevra des choses différentes que ce qu'on percevra en tant qu'entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise. Et donc cet œil extérieur est important, il peut être avec un collaborateur, avec un homologue, avec peut-être pas la concurrence, mais quelqu'un qui est dans un secteur d'activité similaire, et on peut le retrouver aussi, un petit clin d'œil, au sein d'un groupe business, pourquoi pas. Je vois le clin d'œil. Voilà. Ok. Mais en tout cas, c'est bien de confronter les deux, c'est-à-dire ceux qu'on a définis nous-mêmes pour nous-mêmes et le regard extérieur. Absolument. Pour voir un petit peu
voilà, avoir cette complémentarité. Et la complémentarité, elle est essentielle parce que ça permet de s'enrichir aussi du regard des autres. Voilà. Parce que c'est facile pour soi de se voiler la face, de se mentir ou de se monter aussi un peu le bourrichon en disant non mais je sais, je sais, je sais, je sais. Et alors justement par rapport à ça, tu parles donc SC, rappelle-moi, SW, la strength, voilà, strength. Les forces. Force et faiblesse. Force et faiblesse. Ouais. C'est peut-être français, non? Alors je me trompe peut-être, tu vas me dire. Si j'ai conscience, je note mes forces, est-ce que je vais les travailler? Bah non, je vais travailler mes faiblesses, puisque j'ai les forces, j'ai pas besoin de les travailler, c'est inné ou c'est travaillé déjà. Donc je les mets de côté, je vais bosser mes faiblesses. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie de mettre de côté ses forces et de bosser ses faiblesses? C'est une stratégie. D'accord. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est la meilleure? C'est discutable. C'est sujet à caution, c'est discutable. Posons-nous la question. Mesdames et messieurs, alors, posons-nous la question. Que faites-vous? Je vous pose la question. Mais je vais vous proposer une réponse. Qui serait de dire, et qui sera de dire, d'ailleurs qui est de dire, que l'on gagne du temps à développer ses forces. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut ignorer ses faiblesses. Maintenant, quand on connaît les faiblesses, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il est plus facile de développer ses forces, ses compétences, de développer sa différence, davantage que de développer ou de renforcer ses faiblesses. Une fois encore, les faiblesses, il faut en être conscient, bien les connaître et éventuellement trouver, je dirais, des actes correctifs ou des actions correctives. Est-ce qu'on peut faire comment dire, sur ces faiblesses, parce qu'on doit en avoir peut-être plusieurs, plutôt qu'une, faire une hiérarchie et peut-être travailler les faiblesses qui sont pas si faibles, qu'on peut perfectionner pour qu'elles deviennent une force, inverser la tendance, et peut-être laisser de côté les grosses lacunes qui vont vraiment nous ralentir pour notre développement. Et pour répondre plus largement, en tous les cas de façon plus vaste, peut-être moins précise, mais il faut bien comprendre que chaque cas de figure est particulier. Donc il y a des cas de figure pour lesquels les faiblesses, il va vraiment falloir travailler dessus, parce que ça peut être critique. Ton métier. Exactement, ça peut être inhérent au métier ou même à la survie économique de la boîte, en fonction du moment, du climat. Et peut-être qu'il y a des moments où les forces, c'est là qu'il faut les mettre en avant, parce qu'il y a peut-être une opportunité à travers ces forces-là. Donc, je dirais plus simplement, il faut effectivement déjà faire ce cliché, cette prise de vue donc force, faiblesse, opportunité, menace, de voir en fonction du contexte, en fonction des besoins et des objectifs, quelles sont les priorités, et à partir de là, définir un calendrier pour savoir ce sur quoi on travaille, qu'est-ce qu'on met en avant, est-ce qu'on travaille sur telle ou telle chose. D'accord, donc c'est pas forcément nos forces et nos faiblesses de nous à brûle pour point, c'est plus en fonction de notre métier, de notre secteur d'activité, de ce dont on se projette pour développer notre activité, notre société, savoir ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut travailler pour... Exactement. Donc soit c'est que de la force, soit c'est que beaucoup de faiblesse, soit c'est un peu des deux, ça dépend de... Exactement, et c'est finalement le résultat du cliché qui va définir quel est le plan d'action derrière. Et le plan d'action, eh ben, il va être après étalé dans le temps. Il va être aussi fonction des opportunités dans le temps qui vont se présenter. Il peut y avoir par exemple sur un secteur d'activité une opportunité qui fait que c'est là que j'ai intérêt à mettre mes forces en avant, parce que je peux développer un marché. Ou peut-être que sur les faiblesses, là j'ai par exemple des formations, un séminaire qui fait que je vais pouvoir travailler sur les faiblesses, et le séminaire il arrive là maintenant. Et le prochain cycle c'est dans 2 ans. Donc j'ai peut-être intérêt là maintenant à travailler parce que l'opportunité fait que. Donc ça va vraiment dépendre déjà de quelle force, quelle faiblesse, quelles sont les opportunités et quel est l'échéancier qu'on va vouloir aussi lui donner en réponse. Donc tu es en perpétuel ajustement. Oui.
en fonction du calendrier, des opportunités qui se présentent, etc. S'adapter, toujours s'adapter, comme disait Darwin, ce sont les espèces qui survivent, c'est celles qui s'adaptent. La flexibilité aussi, alors flexibilité du calendrier intellectuel, ça permet aussi de s'adapter aux besoins, de s'adapter au marché, de s'adapter à ses besoins, à ses aspirations, et d'adapter les objectifs aussi, parce qu'on peut définir aujourd'hui un objectif à échéance 6 mois, il se peut que pour diverses raisons, le calendrier ou l'objectif, il faille le modifier. Bon, il faut être capable. Ça, il ne faut pas hésiter Surtout pas hésiter. Il ne faut pas être buté à se dire, bon, voilà, j'ai prévu ça, donc je vais le faire. Non, il faut savoir... En fait, c'est un juste milieu, quoi. Ouais. C'est un bon équilibre, parce que soit on est trop buté, soit on est trop laxiste. Oui. Enfin, laxiste, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas, on est trop à vouloir s'adapter, et puis finalement, on n'arrive pas on fait rien. À se centrer. Ouais, exactement. Ouais. Et donc oui, c'est une adaptation en permanence de ce que j'arrive à comprendre de moi, ce que je comprends du marché, des besoins, des objectifs et des opportunités qui vont se présenter, et de prévoir les menaces aussi. On est dans une situation où les menaces ne sont pas les mêmes sur les secteurs d'activité. Il y en a qui ont plus de facilité à répondre à ces menaces, pour plein de raisons, mais de percevoir aussi la menace latente ou la menace à venir, c'est une façon aussi d'être réactif et donc de pouvoir survivre. Le fait de percevoir des opportunités, c'est aussi une façon de pouvoir rebondir ou développer son activité ou élargir son champ d'intervention ou sa zone de confort. Et donc, c'est cette notion d'écoute. Alors, on parlait d'écoute tout à l'heure, quand on parlait de la notion de service, mais c'est être au service de soi et donc de son entreprise que d'être à l'écoute de l'environnement en permanence. J'aime bien l'image. T'aimes les images en général, te connaissant. Ok, et tu as parlé à un moment de faire la différence qui fait la différence. Oui. Donc c'est en fait, je pense qu'on est beaucoup de professionnels étant dans des secteurs d'activité diverses, mais qui rencontrent une concurrence assez rude et féroce. Comment se démarquer de la concurrence ? Comment trouver sa différence, qui fait la différence justement parmi tous ces concurrents? Il faut voir aussi ce que l'on apporte de plus, en quoi on est différent, avec clairvoyance et humilité. Bien évidemment, on est tous différents. Et il y a des aspects sur lesquels on est plus performant que les autres parce qu'on le fait avec... je dirais de façon spontanée, presque naturelle. On parle de talent dans ce cas-là, puisque c'est quelque chose qui est naturel et qu'on fait avec plaisir. Et puis, il y a des aspects aussi sur lesquels on va être sollicité. Et être à l'écoute de ça aussi, ça permet de savoir là où on est bon. Parce qu'on sait qu'on peut être bon pour soi, par rapport à ce qu'on pense soi, mais on est bon aussi pour les autres. Et les autres peuvent venir vous voir, vos interlocuteurs, vos clients, vos contacts, vos prospects peuvent venir vous voir en vous disant... Mais moi, je sens que vous pouvez m'aider sur cet aspect-là. Je sens que vous avez, par exemple, une écoute particulière. Je sens que vous avez une approche particulière. Je sens que vous avez un service spécifique. Je sens que vous avez un regard nouveau ou un regard qui me convient. Et donc, ça permet, à la fois pour soi et surtout dans le regard de l'autre, de savoir en quoi on est différent. Et comprendre en quoi on est différent, ça permet aussi de comprendre là où on est finalement bon, sans faire d'efforts particuliers, et d'être capable d'y répondre avec puissance, pertinence. Okay. Et qu'est-ce que tu penses de l'état d'esprit quand on... Alors l'état d'esprit, on n'en a pas parlé, mais on pourrait en parler longtemps, j'imagine. En tout cas, l'état d'esprit dans lequel on pourrait être quand on se rend compte qu'on a beaucoup de concurrents dans son secteur d'activité. Comment faire pour justement ne pas se laisser abattre, se dire non, c'est compliqué d'être formateur, d'être coach, d'être ceci, on est tellement... donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Est-ce que la concurrence est saine? Est-ce que c'est bien d'avoir des concurrents? Dans quel état d'esprit on pourrait être pour ne pas se laisser abattre par ce fait-là? La concurrence, à mon sens, est source de créativité, de motivation aussi, et surtout d'enrichissement. C'est-à-dire qu'on peut s'enrichir de ce que font les autres, pas forcément, et même surtout pas pour copier, mais pour voir aussi quelle peut être leur approche et peut-être s'inspirer de leur façon de voir ou de se dire comprendre qu'il y a une autre façon de faire les choses.
La concurrence, c'est important. S'il n'y a pas de concurrence, tout le monde fait exactement la même chose et finalement, on va tous s'ennuyer les uns les autres. Et puis les standards restent râlez pas crête peut-être. Ça va tirer vers le bas la Voilà. qualité. À partir du moment où il y a de la concurrence, on a envie de faire mieux, de se dépasser, de dépasser l'autre, etc. Après, dépasser l'autre quand, comment et pourquoi, ça c'est une autre question. Mais de se dire que il y a de la concurrence et il va falloir que je me démarque, finalement c'est ce qui va enrichir l'offre aussi, ce qui va enrichir les offres. Et c'est ce qui va aussi nous enrichir en tant qu'entrepreneur, parce qu'on a envie de se démarquer, d'aller chercher le terme utilisé, la différence qui fait la différence, pour justement sortir du lot, pas forcément être au-dessus du lot, mais en tous les cas être dans un secteur ou dans une approche particulière, spécifique, différente. Est-ce que ça va être la méthode? Est-ce que ça va être l'outil? Est-ce que ça va être le format? Il y a plein de façons de le faire, mais en tous les cas, ça oblige à faire les choses ou à proposer les choses autrement. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, garde en tête ce que tu allais dire, mais Je vais essayer. c'est justement, on peut être différent, pas forcément sur le thème, mais ça peut être sur l'approche, le format, les outils. C'est intéressant de réfléchir par rapport à ces aspects-là. Je vais proposer un exemple concernant mon activité. Bon, la formation, des organismes de formation, il y en a plein. Il y a du choix. Même dans ce que je fais des organismes de formation, il y en a beaucoup. La particularité, enfin une des particularités de mes offres, c'est que je propose des formations en demi-journée et pas forcément en journée entière quand c'est en entreprise. D'accord. Je propose en demi-journée parce que ça apporte plusieurs choses. D'abord, pour des plannings de plus en plus compliqués dans les entreprises, quand il s'agit d'entreprises hôtelières où c'est difficile de décaler des gens sur un planning de formation pas simple. Quand il s'agit d'entreprises où leurs salariés sont multi-sites, d'avoir tout le monde multi-site au même endroit, au même moment, c'est pas évident. Puis bloquer une journée entière pour un apprendre, poids. c'est bien, mais Bien sûr, pour apprendre c'est bien, mais, oui, mais c'est un il y poids. a quand même une activité à faire Oui, vivre. il faut que ça continue à tourner. Ouais. Donc pour le calendrier, c'est plus facile. Pour la disponibilité des gens qui viennent en stage, c'est plus facile aussi, dans la mesure où ils savent qu'ils sont là 3h, 3h30, et qu'après ils vont pouvoir retourner au boulot, éventuellement mettre en pratique, et ça leur fait suffisamment de temps entre deux séances pour pouvoir réfléchir, intégrer les choses et revenir après. Ouais, d'accord. Je sais, moi aussi, en tant que formateur, quand je ne les ai qu'une demi-journée, que j'ai plus de facilité à avoir leur attention là que je ne l'aurais sur une journée entière. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Simplement, l'attention n'est pas la même. Et donc, le fait d'avoir cette approche-là, je sais aussi que beaucoup de stagiaires viennent avec plus de disponibilité pour une demi-journée de formation qu'ils ne l'auraient pour une journée entière. D'accord. Donc, c'est un exemple. Je propose, alors sur un secteur où, somme toute, je peux me déplacer aussi, mais je propose des formations en demi-journée, et ça, ce serait une des différences qui fait la différence. Voilà. Donc la demi-journée, c'est la méthode. Hein, c'est le format, alors ça change la méthode, parce qu'on ne fait pas la même méthode sur une demi-journée, sur une journée entière. C'est vraiment le format qui est la demi-journée. Donc en tout cas, la différence, on peut la trouver sur le thème, le contenu, mais les outils, le format, la méthode, etc. Exactement. Très bien. Ok. Ensuite, donc je te demandais pour avancer, tu m'as parlé du SWOT. Oui. Quels sont les autres moyens ou outils pour pouvoir avancer, pour se développer? Alors, plus généralement, notamment sur l'activité d'Ionnet Formation, il y a bien évidemment la formation, c'est dans le nom, donc tout va bien. Il y a aussi le coaching, coaching individuel, coaching collectif, coaching de dirigeants aussi. Il y a également la notion de préparation mentale continue, en fait c'est un prolongement du coaching de dirigeants sur un objectif bien précis. Et puis il y a les groupes de mastermind, ça c'est vraiment de l'intelligence collective. Le mastermind peut être développé au sein d'une entreprise entre collaborateurs, et là où il est intéressant et développé aussi, c'est entre différents entrepreneurs qui se réunissent autour d'un objectif commun qui est de se développer personnellement et professionnellement en profitant du retour d'expérience et de l'apport des autres membres du groupe de mastermind. D'accord.
Et donc, c'est vraiment une manière de se développer, d'avancer, d'investir sur soi-même et sur sa société Exactement. pour pouvoir aller de l'avant et casser des barrières. Le mastermind, dans la notion d'intelligence collective, a vraiment deux aspects, deux intérêts notoires. Le premier, c'est de développer le réseau. Et le deuxième, c'est de se développer en tant qu'entrepreneur. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça va développer forcément son business. Ok, super. Bon, c'est bien, parce que Voilà. ça, c'est l'objet d'une autre interview, d'une prochaine interview. Super. Donc, on donne rendez-vous aux internautes une prochaine interview. Donc, c'est sur le Mastermind. Mastermind. Et c'est pas une partie de Mastermind. C'est les groupes de Master. Je suis déçu, moi. Je sais que vous êtes déçus, mais vous verrez que vous le serez moins en venant pour découvrir ce que sont les groupes de Mastermind, ce que ça apporte aussi bien à l'entrepreneur qu'au groupe et aussi au développement de du richesse. Ouais, voilà, bien sûr, l'intelligence collective. Ouais. Parfait. Merci Jean-Jacques. Avec grand plaisir. Je tiens à remercier l'hôtel Cannes Montfleury qui nous a accueillis pour pouvoir faire cette interview. On a été très bien accueillis. Très bien accueillis. Toi qui es dans le pro de l'accueil, tu m'as fait la même réflexion. Ouais, et donc, on était d'accord là-dessus. Absolument. Voilà. Donc, on tient à les remercier chaleureusement. Et puis, rendez-vous pour une prochaine interview. À très bientôt. Merci Jean-Jacques. Merci. Salut. Plaisir.